pour voilà, alors ça y est, l'enregistrement vient d'être lancé parce qu'après, vous vous souvenez que vous pouvez voir cette web actu sur notre chaîne YouTube sous quelques jours, hein, et vous avez ce que l'on appelle des podcasts pour les plus geeks d'entre vous que l'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, donc ce soir, Pierre-Éric de Massia, moi, toujours voilà, inchangé, co-gérant de Légis. Et ce soir, c'est Camille qui va animer cette visio, qui avait déjà animé la dernière. Vous coupez bien vos micros et vous posez des questions, si vous en avez au fil de l'eau, sur le chat. Et je me ferai le relais auprès de Camille, puisque là, moi, ce soir, je ne sers à rien. C'est Camille qui est intelligente et qui va vous animer cette web actu. Voilà. Camille, j'ai tout dit, c'est à toi. Merci. Alors, il y a quelques dernières personnes qui sont encore en salle d'attente et que je suis en train d'admettre. Hop. Tiens, On est une petite quarantaine ce soir, donc effectivement, voilà, coupez bien vos micros. hop, je pense avoir admis tout le monde. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent pour cette web actu du mois de juin. Donc on est ensemble pour une petite heure pour faire le tour un peu de l'actualité. Donc comme disait Pierre-Éric, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Comme ça, on pourra soit y répondre directement, soit si on n'a pas le temps, on y répondra au moment de l'envoi du support. Mais vous savez que du coup, vous aurez le support dans les prochains jours. Alors, un bon quiz, une bonne actu commence toujours par un quiz. Vous le savez maintenant depuis le temps. Le quiz de ce mois de juin, avec les différentes questions sur l'actualité de ce mois-ci. Alors, on va commencer déjà par la première. À votre avis, est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, sur le versement mobilité, il y a un versement mobilité qui s'applique dans toutes les régions de France. Est-ce que ça, vous en avez entendu parler? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? N'hésitez pas à faire le vrai faux sur le chat, hein, mais je vois qu'il y en a qui vont à la vitesse de l'éclair. Pour l'instant, c'est majoritairement faux, mais voilà, n'hésitez pas. Oui, bon, Camille, dans Majoritairement l'ensemble, faux. oui, nos clients pensent que c'est faux. D'accord. Eh bien, nos clients ont raison. C'est faux. Il y a certaines régions qui appliquent le versement mobilité, mais pas toutes. Alors, au niveau de l'astreinte, je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés ou pas, mais selon vous, un salarié d'astreinte peut être en temps de travail, même si il n'est pas dérangé, il n'est pas appelé du week-end ou de la nuit. Je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés par l'astreinte, qui en ont mis en place ou pas. À votre avis, est-ce que on est toujours, est-ce que le seul moment où on est en temps de travail, c'est si on est appelé? Alors là, c'est tout l'inverse de tout à l'heure. Ah, il y a quelques faux, mais une grande majorité de vrais. C'est vrai. C'est pas parce que dans certains cas, donc c'est vrai que normalement, un salarié, il est d'astreinte, il est censé se tenir à la disposition de l'employeur. Ça ne veut pas dire que s'il est que pendant cette période-là, il est en temps de travail. Il a le droit à un forfait d'astreinte parce que il a une contrainte. Pour autant, il n'est pas en temps de travail. Mais on le verra tout à l'heure. Il y a eu une jurisprudence récente qui est venue rappeler sur ce sujet. Dans certaines situations, euh, le seul fait d'être à la disposition de l'employeur, même sans être appelé, peut quand même constituer du temps de travail. Petite nouveauté, à votre avis, est-ce que à partir du 1er octobre 2025, l'employeur aura des nouvelles obligations en matière de prévention liées aux épisodes de forte chaleur? C'est d'actualité, hein, la forte chaleur cette semaine, on est un peu concerné. Donc, est-ce que, à votre avis, à partir du 1er octobre, il y a des évolutions sur ce point?
Ah, c'est un mélange. Il y a du vrai, il y a du faux, et il y a du faux avec des précisions Ah, sur le détail, sur les dates, ah, notamment celle du 1er juillet. les précisions, c'est bien. C'est que vous n'êtes pas tombé dans le piège. En effet, il va bien y avoir des évolutions, mais c'est pas au 1er octobre, c'est au 1er juillet. Au 1er juillet, il va y avoir des nouvelles obligations au niveau des employeurs pour tout ce qui est lutte, enfin prévention des risques par rapport aux fortes chaleurs. Donc vous le savez, on a des étés de plus en plus chauds et donc du coup, il y a des choses qui sont mises en place et qui vont entrer en vigueur au 1er juillet. Donc on le verra plus en détail tout à l'heure. Obligation d'offrir des magnums à tout le monde. Ça, c'est sympa. L'employeur doit désormais évaluer les risques liés à l'exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense en intérieur ou en extérieur. Là, le vrai est largement majoritaire, même quasi unanime. Donc, je vous l'ai dit, il y a des nouveautés au niveau de la prévention des risques et ça s'applique aussi bien sur les risques en intérieur, donc prévention des risques pour les épisodes de chaleur en intérieur comme en extérieur. Les témoignages anonymisés ne sont jamais recevables dans une procédure de licenciement pour faute. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le faux est plutôt majoritaire, mais il y a débat, il y a débat. C'est pas tranché. Il y a débat, le faux reste quand même majoritaire. C'est faux, en effet. Alors, dans une certaine mesure, on en parlera tout à l'heure, hein, mais euh, il a pu être accepté par les juges un témoignage qui a été anonymisé. Donc, ça veut dire qu'on a reçu le témoignage et qui, après coup, a été anonymisé et qui a été transmis au débat lors d'un contentieux de manière sans que les noms des témoins apparaissent. Donc, ça peut être recevable dans une certaine limite. Le délai de 12 mois pour contester un licenciement commence à courir à la date d'envoi de la lettre de licenciement, à votre avis. Ah, C'est partagé. c'est relativement 50-50, même si je dirais que le faux prend une petite tête. Alors, ceux qui ont mis faux, du coup, donc c'est une petite majorité, vous avez raison. Euh, Ça peut nous induire un peu en erreur parce que je pense que vous avez tous en tête que c'est la date d'envoi de la lettre qui vaut date de rupture du contrat en cas de licenciement pour faute grave. Pour autant, euh, ça va être la date de réception, donc de première présentation du courrier par les services de la Poste, qui va faire courir le délai de 12 mois. Donc, vous savez que quand un salarié est licencié, il a 12 mois pour aller devant le Conseil des prud'hommes pour contester son licenciement. C'est ce délai de 12 mois, du coup, on se posait la question. Là, il n'y a plus de débat, c'est la question. euh, la réponse, on l'a, c'est vraiment la date de première présentation du courrier au salarié. Donc, c'est cette date-là qui va faire partir le délai de 12 mois pour que le salarié conteste son licenciement devant un juge. Les forfaits jours, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont concernés par le forfait jour, mais à votre avis, la révision d'un accord sur les forfaits jours nécessite de conclure un avenant avec le salarié au forfait.
Le faux l'emporte. Le faux l'emporte. Oui. Vous êtes tombé dans le petit piège alors. Il y a eu quelques vrais, Il y a mais eu quelques vrais. c'est plutôt le faux qui l'emporte. Alors, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais s'il y a une révision d'un accord de forfait qui met en place du coup le forfait jour, normalement, une nouvelle convention individuelle de forfait doit être conclue avec le salarié concerné. Vous modifiez des choses dans l'accord, potentiellement ça a un impact sur la convention de forfait en elle-même, donc un avenant doit être rédigé dans ce cadre-là. L'employeur doit mettre à disposition des travailleurs de l'eau potable fraîche. C'est unanime sur le vrai. Bon. Je pense que, ah non, il y a un ou deux faux. Oui, l'employeur doit mettre à disposition de l'eau potable fraîche et il doit même, à compter du coup enfin, maintenant, il doit aussi mettre en place, c'est un petit peu plus encadré, si les salariés n'ont pas accès à de l'eau courante, il doit leur mettre à disposition minimum 3 litres d'eau et leur permettre de maintenir cette eau au frais. Donc leur mettre à disposition soit éventuellement des frigos qui peuvent être branchés dans le véhicule, soit éventuellement une glacière ou autre, mais l'employeur doit permettre à ses salariés de conserver de l'eau au frais. L'employeur doit adapter et renforcer les mesures de protection afin d'assurer la réduction des risques liés à l'exposition des épisodes de chaleur intense. C'est quasi unanimement vrai. C'est vrai, ça fait partie du coup de cette réforme et de ce décret qui vient d'être publié récemment par rapport justement aux nouvelles obligations de l'employeur concernant la protection de la santé de ses salariés et notamment la protection face aux risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense. Donc, il y a des dispositions qui viennent d'être créées du coup dans le Code du travail. Il y a des dispositions supplémentaires dans le Code du travail, notamment enfin, spécifiques sur ces épisodes de chaleur intense, sur la marche à suivre et qu'est-ce qui doit être mis en place, notamment la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Ça va être quelque chose qu'il va falloir, si c'est pas déjà le cas et si c'est pas déjà présent dans vos documents uniques, il va falloir envisager de les modifier de manière à inclure dans votre document la partie risque, épisode de chaleur intense et du coup, qu'est-ce que vous mettez en place en parallèle, quel plan de prévention vous mettez en place de manière à limiter, voire à supprimer ce risque. Et dernière petite question pour le quiz de ce mois. Il est possible de prévoir une période d'essai pour l'embauche d'un salarié qui a déjà travaillé en qualité d'auto-entrepreneur. Il n'était pas salarié chez vous, donc est-ce que vous pensez il doit, il peut avoir une période d'essai? Hein, on est unanime sur le vrai. Ben, je suis désolée, mais c'est faux. Votre salarié, enfin, il a été auto-entrepreneur chez vous. Vous avez déjà pu tester ses compétences, vérifier que ses compétences étaient compatibles avec le poste qu'il occupait. Si vous l'embauchez après coup, ça sous-entend que ses compétences correspondaient à ce que vous cherchiez. Donc, la période d'essai, dans ce cas-là, pourra être mise en cause par un juge.
Alors, après avoir balayé les grandes lignes de cette actualité, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, en commençant par l'actualité législative et réglementaire. Bon, elle n'est pas très conséquente. On va plus avoir une partie jurisprudentielle un petit peu plus importante. Quelques brèves au niveau de tout ce qui va être charge sociale. Donc, on a parlé tout à l'heure du versement mobilité. À partir du 1er juillet 2025, notamment la région PACA va mettre en place le versement mobilité. Donc, c'est une contribution patronale supplémentaire. Elle est à hauteur de 0,15% de la masse salariale et va servir à financer tout ce qui est infrastructure liée au transport. Donc, cette contribution, elle est patronale, elle est obligatoire à partir de 11 salariés, donc pour toutes les sociétés qui ont 11 salariés, et elle est à verser à l'URSSAF, donc via la DSN. Euh, et certaines régions ont déjà fait le choix, parce que elles ont le choix ou non de le mettre en place. Toutes les régions ne l'ont pas mis en place. Par exemple, tout ce qui est donc les régions Hauts-de-France, Pays de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Centre-Val de Loire et Grand Est, pour l'instant, ne l'ont pas mis en place. Ils ont refusé de le mettre en place. Et pas à l'abri que d'ici quelques années, ça change sur ce point. Mais à ce jour, pour l'instant, c'est la région PACA qui a mis en place qui a mis en place ce versement. On a aussi eu une publication du bulletin officiel de sécurité sociale. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le bulletin officiel de sécurité sociale. Le bulletin officiel de sécurité sociale, c'est un site qui est mis en place, qui a été mis en place par le gouvernement il y a, je dirais, il y a peut-être 4 5 ans, quelque chose comme ça, qui va regrouper l'ensemble des réglementations en matière sociale. Donc, tout ce qui va être, euh, par exemple, tout ce qui va être les frais professionnels, tout ce qui va être attrait notamment aux cotisations sociales à proprement parler. En l'occurrence, alors on en a parlé le mois dernier, les rescrits sont mis à disposition sur le BOSS maintenant. Donc s'il y a des rescrits, donc des questions qui ont été posées à l'URSSAF, les réponses qui sont générales sont maintenant disponibles sur le site du BOSS. Donc potentiellement, vous pouvez avoir des questions similaires, et ben, vous auriez du coup directement la réponse via le site du BOSS. Ils viennent de publier aussi maintenant une table des paramètres. Donc, ça permet d'accéder à toutes les données paramétriques en vigueur et qui ont été publiées dans les rubriques du boss. Donc, en fait, ça vous évite d'aller dans chaque petite rubrique pour aller trouver les différents paramètres, comme par exemple euh, différentes données chiffrées. Là, au moins, vous avez tous les tableaux récapitulatifs dans un seul et même endroit. Ça vous évite d'aller les chercher dans les études spécifiques qui concernent, par exemple, pour les frais professionnels les barèmes URSSAF, bah, il faut aller dans frais professionnels pour aller trouver les barèmes URSSAF. Bah, je vais pouvoir les retrouver plus facilement via ce nouveau paramètre-là. Notamment sur tous les rescrits, ce qui est relativement intéressant, c'était lorsque les règles avaient changé, notamment pour tous ceux qui pratiquent la DFS, qui avait été le grand sujet il y a 2 3 ans, avec la rétroactivité, pas la rétroactivité. Nous, pour l'ensemble de nos clients, quand ce sujet-là s'était posé, on avait lancé les rescrits et on avait profité d'ailleurs pour pousser les rescrits sur un certain nombre de sujets. Bah, aujourd'hui, tout ça se retrouve dans le cadre du BOSS. D'ailleurs, sur le versement mobilité, j'ai une question. Est-ce que c'est 11 salariés sédentaires? Alors, ça, c'est pas. Euh, pour moi, Parce c'est que pas forcément lié au roulant ou au sédentaire, ouais, au roulant ou en sédentaire. Faudra que je revérifie. C'est l'effectif global. Ouais, pour moi, ça concerne, c'est l'effectif global sans distinction sédentaire ou roulant. Exactement. Ça vient reposer la question. Enfin, du coup, j'ai une question qui ressemble à ça, hein, qui sont est-ce que du coup les conducteurs longue distance sont exclus de au moins 11 salariés pour le versement mobilité?
Mais là-dessus, on vous le Non, précisera dans le question-réponse. voilà, je vous apporterai une précision si vous avez des questions sur ce point. J'apporterai plus de précision, notamment voilà, dans les circonstances pour le versement. Mais pour moi, c'est pas lié à c'est vraiment lié à au fait d'employer 11 salariés et plus et d'être situé dans une zone où est institué le versement mobilité. Ça va être ces deux conditions-là. OK. Il y a lieu de rattachement aussi certainement. Et alors, toujours sur la mobilité, est-ce que la région Occitanie est concernée? Pour moi, oui, puisqu'elle ne fait pas partie des exceptions. Mais Camille, si là-dessus tu as une info. Alors, j'ai pas toute la liste. Ça, il faudra que je regarde, parce que là, j'en ai listé quelques-unes, mais j'ai pas toute la liste de celles qui l'ont mis en place ou celles qui ne l'ont pas mis en place. Là, celle que la région PACA, c'est qu'elle vient de l'annoncer qu'elle allait le mettre en place. Bon, Donc, elle va le mettre en place à partir du 1er juillet. Donc, les autres, soit ça n'a pas été mis en place, soit ça l'est déjà, mais c'est pas de nouveauté au 1er juillet. bon. Là aussi, on vous fera un point dans le question-réponse. Par rapport aussi à la contribution, la campagne à la taxe d'apprentissage, pardon. Vous avez dû avoir, depuis le 1er mai, normalement, depuis le 26 mai, vous pouvez commencer à décider à quels organismes de formation vous souhaitez verser votre taxe d'apprentissage. Donc, il y a une première période de répartition qui est du 26 mai au 27 juin. Si vous faites, vous déterminez du coup les organismes de formation auxquels vous voulez verser, vous pourrez verser à partir du 11 juillet. Si vous attendez la deuxième période de répartition, qui va être entre le 14 juillet et le 24 octobre, les versements pourront être faits à partir du 7 novembre. Dernière petite précision, il y a eu aussi une information qui a été publiée sur le site de Net Entreprise, donc vous avez le lien si vous avez besoin d'aller voir. Il y a un nouveau service qui permet du coup de consulter et télécharger toutes les informations que vous avez déclarées sur votre compte Net Entreprise. euh, Concernant la DOETH, donc vous savez, c'est votre obligation de déclaration des travailleurs en situation de handicap. Vous savez qu'à partir de 20 salariés, vous devez déclarer, vous devez employer un certain nombre de salariés en situation de handicap et vous devez faire cette déclaration auprès de l'URSSAF. Si vous n'avez pas rempli votre obligation, vous devez payer une indemnité. Donc, avec cette nouveauté, vous pouvez accéder à tout ce que vous avez déclaré au titre des années 2020 et 2024. Au cours des précédentes webconférences qui ont pu être animées en début d'année, on vous avait parlé des saisies sur salaire. Bon, notamment qu'il y avait une modification à partir du 1er juillet 2025. Il y a eu plus de précisions via un décret du 3 juin 2025 sur ce sujet-là. Notamment, on avait un petit point de doute sur le fait que l'employeur devait vérifier les différents actes inscrits sur le registre. Du coup, donc, il y a un registre des saisies de rémunération qui va être mis en place à partir du 1er juillet. Il y avait un point de doute sur le fait que l'employeur devrait aller vérifier sur ce registre. Là, en l'occurrence, on a une confirmation via le décret. L'employeur ne fait pas partie des personnes qui ont accès à ce registre. Donc, forcément, si l'employeur n'y a pas accès, l'employeur n'a pas à consulter ce registre. Petit aparté sur des propositions de loi. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que ça n'est que des propositions de loi. Aujourd'hui, rien n'est définitif, rien n'a été publié, donc rien n'est imposé. Je pense que certains ont peut-être dû l'entendre, on en entend parler en ce moment. Il y a une proposition de loi qui a été faite pour permettre aux salariés de participer aux collectes de sang. En fait, aujourd'hui, les réserves sont tellement basses, les collectes ont lieu pendant le temps de travail en général. Donc, en fait, l'objectif du député qui a proposé cette loi, c'est de permettre aux salariés de se libérer de son travail pendant le temps d'aller donner son sang, que ce soit du sang, des plaquettes ou du plasma, donc qu'il puisse aller donner son sang pendant son temps de travail et qu'il bénéficie quand même du maintien de son salaire. Donc c'est pour
pallier le fait qu'aujourd'hui, il y a un manque hein, au niveau des donneurs. Et donc, ils ont trouvé cette solution-là. Euh, Là, je mets toujours plein de pincettes dans mes propos. On est sur une proposition de loi. Rien n'est définitif, rien n'est figé pour l'instant. Il faut attendre que ça soit publié, que ça soit adopté et que ça soit publié derrière au journal officiel. Mais pour l'instant, ce qui est envisagé, ça serait du coup de permettre aux salariés donc d'être libérés pendant leur temps de travail, de se rendre au site de collecte le plus proche du lieu de travail ou du domicile éventuellement si la personne est en télétravail. Et cette absence serait limitée à 8 par an. Donc, il y aurait 8 absences autorisées par an pendant lesquelles le salarié peut être absent, mais avoir un maintien de salaire. Le salarié devrait informer son employeur de son absence au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue. L'employeur a la possibilité de refuser si il est en mesure de pouvoir démontrer que c'est incompatible avec la continuité du service ou de l'activité économique. Euh, et ensuite, après coup, après s'être rendu à ce don, il devra fournir un justificatif pour pouvoir prouver qu'il a bien été présent, enfin qu'il s'est bien rendu au don, et donc du coup, suite à ça, il aura le droit à un maintien de salaire. Une autre proposition, là c'est pareil, ça reste une proposition, rien n'est adopté, rien n'est définitif. Ça serait une proposition sur la formation au premier secours en entreprise. En fait, l'objectif, ça serait de former l'ensemble des salariés aux gestes de premier secours, de manière notamment à ce que ben, aujourd'hui tout le monde puisse intervenir si quelqu'un a quoi que ce soit dans la rue, bah, que tout le monde est formé aux gestes de premier secours et tout le monde peut potentiellement intervenir dans la vie de tous les jours comme au travail. Donc ça serait pour lutter pour contre tout ce qui est arrêt cardiaque euh, à n'importe quel moment dans sa vie, hein. Potentiellement, on peut tous être confrontés à ça à un moment donné dans notre vie. Donc, l'objectif, ça serait de faire cette formation aux salariés dans l'année qui suit la prise de fonction et ensuite un renouvellement tous les 5 ans. Ça serait une formation qui pourrait être éligible au CPF, au compte personnel de formation. Donc, potentiellement, les salariés pourraient aussi la faire de leur côté via le CPF. Mais voilà, j'insiste sur le fait que ces deux informations-là, pour l'instant, elles sont évoquées, mais pour l'instant, rien n'est définitif. On en a parlé tout à l'heure dans l'introduction. L'employeur aujourd'hui a quelques obligations en matière de santé-sécurité. Donc, vous le savez, l'employeur, donc, il a une obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Il doit tout mettre en œuvre pour protéger la santé et la sécurité. Ça passe notamment par le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est obligatoire, je le rappelle, à partir de l'embauche du premier salarié et qui doit être mis à jour tous les ans, sauf pour les entreprises de moins de 11 où seulement une mise à jour au moment d'une éventuelle évolution dans la société peut suffire. Et je vous rappelle que là, il y a vraiment une grosse obligation en matière notamment sur le document unique d'évaluation des risques. Si un jour vous avez un accident de travail grave ou autre, la première chose qui va être vérifiée par un éventuel inspecteur, c'est votre document unique. Donc s'il n'est pas à jour, ça peut vite coûter très cher et votre responsabilité, la responsabilité de l'employeur peut être engagée. Donc, il y a eu deux évolutions. La première, ça va être l'INRS qui a mis à disposition, enfin qui vous met maintenant à disposition un outil qui aide au repérage des perturbateurs endocriniens dans le milieu du travail. En fait, ils ont créé un fichier Excel que vous pouvez télécharger et qui va regrouper 344 substances chimiques. Ça va vous permettre de voir, vous, si vous êtes concerné par des éventuels perturbateurs endocriniens qui seraient présents dans votre société ou qui sont manipulés par les salariés au quotidien, et du coup de pouvoir mettre à jour éventuellement votre document unique en conséquence, et de mettre en place des moyens de prévention pour éviter tout risque de la part des salariés. Donc vous avez accès, vous avez le lien qui vous amène directement sur la page de l'INRS, et du coup vous pourrez récupérer directement le fichier Excel sur ce lien.
La deuxième nouveauté, qui elle est un petit peu plus importante pour le coup, puisque, enfin, les deux sont importantes bien sûr, mais celle-ci, elle a un impact puisque c'est d'actualité, il commence à faire chaud. Tous les ans, les questions se posent de mes salariés ont chaud, qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je peux modifier leurs horaires de travail? Dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent continuer à venir travailler? Moi, j'ai déjà eu la question sur mon salarié me dit qu'il fait trop chaud, il se met enfin, il fait jouer son droit d'alerte. Enfin, son droit de retrait, pardon, est-ce que c'est justifié? Enfin, voilà, il y a tous les ans, on a l'interrogation sur le sujet. Là, aujourd'hui, on a un petit peu plus de précision puisqu'on a un décret puis un arrêté du 27 mai 2025 qui viennent renforcer les obligations de l'employeur concernant les vagues de chaleur. Donc, le Code du travail, il y a les articles R4463-1 et suivants qui ont été créés au sein du Code du travail et qui viennent définir ce qu'est l'épisode de chaleur intense et notamment en faisant référence au dispositif de Météo France. Donc, vous savez, Météo France prévoit les vigilances vertes, vigilance jaune, vigilance orange, vigilance rouge, pardon. Donc, il s'avère que les pics de chaleur correspondent aux vigilances orange et aux vigilances rouges. Donc, vigilance orange, c'est les périodes de canicule, donc c'est les chaleurs intenses durables susceptibles de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble de la population. Et vigilance rouge, on est en période de canicule extrême. Donc, dans ces deux périodes-là, potentiellement, vous devrez potentiellement adapter enfin, mettre en place des mesures de prévention pour que vos salariés puissent travailler tout en étant en sécurité pendant ces périodes-là. Notamment, alors j'ai quelques exemples, hein, euh, comme moyen de prévention, vous pouvez modifier l'aménagement et l'agencement des lieux et des postes de travail. Éventuellement, si vous savez que dans tel bureau il fait un peu plus frais, et ben potentiellement pendant la semaine de canicule, transférer tous les bureaux au plus au frais. Éventuellement aménager le temps de travail. Est-ce que vous avez des salariés qui travaillent en extérieur en plein milieu de l'après-midi? Bah, est-ce que il serait pas pertinent de les faire commencer un peu plus tôt le matin et finir aux alentours de midi pour que du coup l'après-midi ne soit pas en extérieur en plein soleil? Euh, Mettre à disposition l'eau fraîche de manière autant que nécessaire. Donc là, il y a justement un article du code qui précise bien que l'eau doit être mise à disposition, enfin, de l'eau fraîche doit être mise à disposition des salariés. Donc, vous devez leur permettre de maintenir l'eau au frais s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir de l'eau courante. Donc, mise en place soit de glacières, mise en place éventuellement de petits frigos aussi dans les véhicules. Vous pouvez enfin, les embrancher si c'est possible. Euh, Mettre en place aussi des équipements de protection individuelle qui permettent de limiter les effets de forte chaleur. Donc, si vos salariés doivent porter des équipements particuliers, s'ils doivent porter des habits particuliers, ben, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de voir pour prendre une autre matière un peu plus légère pour qu'ils aient un peu moins chaud? Voilà, tous ces éléments-là, ça peut être des éléments et des points qui peuvent être mis en place pour répondre à votre obligation. Notamment, si vous décelez du coup les différents risques, vous faites la liste de différents risques, il faudra mettre en parallèle sur votre document unique qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir démontrer que vous avez bien rempli votre obligation et vous avez bien protégé la santé et la sécurité de vos salariés. On reste dans la santé. Cette fois-ci, ça vous concerne un peu moins, enfin, ça vous concerne pas directement. Cette fois-ci, ça concerne plutôt les médecins, puisque du coup, à partir du 1er juillet 2025, il va y avoir des nouveaux formulaires d'arrêt de travail. Donc, les médecins traitants vont devoir compléter des arrêts qui seront des arrêts numériques. Ça sera des surfaces sécurisées. Donc, maintenant, s'ils fournissent des arrêts, enfin, à partir du 1er juillet, s'ils fournissent des arrêts papier, les IJ ne pourront ne pas être versés aux salariés. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup de fraudes. Donc, là, la CPM, la Sécurité sociale, a voulu mettre en place quelque chose pour limiter ces fraudes et notamment de passer par un CERFA un peu plus sécurisé, de manière à ce que, voilà,
on limite les fraudes. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un arrêt du médecin. Il était quand même relativement étonnant, notamment en concernant les dates. On a sollicité le médecin et il s'est avéré que le médecin n'avait jamais vu ce patient et qu'il ne le connaissait pas. Donc voilà, ça arrive. Il y a des salariés aujourd'hui qui arrivent à usurper, enfin, qui utilisent la signature de médecins et qui se prescrivent des arrêts alors que ils ont jamais vu ce médecin. Et puis il y a également aussi un certain nombre de contrôles qui ont été déclenchés pour le côté prescripteur. C'est aussi le moyen pour la Sécu de pouvoir recenser s'il y en a qui, alors on ne dit pas clientèle, mais si dans la patientèle, il y en a qui font pas de l'arrêt maladie un argument entre guillemets, d'avoir beaucoup de patients, quoi. Donc Mm. ça permet aussi ce contrôle-là. Nous, sur la région lyonnaise, par exemple, il y a eu un certain nombre de médecins qui ont été contrôlés sur ces sujets de la. Il y a un des sites internet là, qui distribuait de l'arrêt maladie comme du petit pain qui a fermé. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont quand même. Ils essaient un petit peu de couper le robinet qui était quand même bon, qui était grand ouvert sur ce sujet. Bah, tout à fait. Déjà, ils ont commencé en fin d'année 2024 en précisant que maintenant, les arrêts prescrits en visio, par un médecin qui n'est pas le médecin traitant, ne peuvent pas dépasser 3 jours. Donc, ce 3 jours, ça correspond au délai de carence, en fait. Donc, bon, ça date déjà de septembre 2024, hein, ça a quelques temps, mais pour commencer un peu à limiter ces abus, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même eu des abus hein, au niveau des arrêts. Il y a des vrais arrêts qui sont réels, mais il y en a d'autres où c'est plutôt des arrêts de complaisance, malheureusement. Du coup, ce qui a été envisagé et ce qui a été mis en place, c'est que là, maintenant, les arrêts prescrits via un médecin, en téléconsultation et pour un médecin qui n'est pas le médecin traitant, ne peuvent pas dépasser 3 jours. Si on a un arrêt papier, Oui. la conséquence, ce sera quoi? Alors, il faudra voir, mais vous savez que vous, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation d'assurer un maintien de salaire si le salarié bénéficie des IJ. Donc, si je pense qu'il y aura une période de tolérance en amont, au début. Donc, il faudra voir si le salarié bénéficie bien des IJ. Vous, derrière, il faudra faire le complément employeur. Par contre, si vous voyez que le salarié ne bénéficie jamais des IJ, vous n'aurez pas besoin de faire le complément employeur parce que ça voudra dire que le, 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 le- l'arrêt n'était pas justifié, entre guillemets, ou n'était pas valable en tout cas. Il va y avoir des nouveaux formulaires aussi par rapport à la médecine du travail cette fois-ci. C'est plus le même médecin. La médecine du travail, donc à partir du 1er juillet 2025, il y a un arrêté du 3 mars 2025 qui est venu euh, apporter des précisions sur les nouvelles attestations. Donc, ça va venir modifier l'attestation d'inaptitude, l'attestation de suivi médical renforcé, l'attestation périodique et l'attestation pour la visite d'information et de prévention, donc la visite à l'embauche. Donc, il va y avoir certains points qui vont. Alors, vous, ça va pas vous impacter, hein, ça va juste. La présentation va être différente. Donc, après, si ça vous intéresse d'aller creuser et de regarder davantage, vous pourrez aller voir directement. Donc, j'ai mis le lien de l'arrêté et vous verrez, il y a les annexes avec les quatre attestations. Et donc, du coup, vous pourrez voir à quoi ça va ressembler à présent. Bien évidemment, si vous avez des questions sur tous ces sujets-là, vous vous rapprochez de nous, hein. On en a terminé pour cette actualité législative et réglementaire. Il y a eu de l'actualité au niveau de la jurisprudence, hein. La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts récemment. Alors, notamment donc on va commencer par la partie, tout ce qui concerne un peu le contrat de travail en lui-même. La jurisprudence est venue refaire un point, donc on l'a vu tout à l'heure par rapport dans le quiz. Euh, il s'est posé la question de la mise en place d'une période d'essai pour un salarié qui était présent dans la société en tant qu'auto-entrepreneur. Suite à ça, du coup, le salarié est allé devant les juges, il est allé jusqu'en cassation. La Cour de cassation a précisé que si l'employeur n'avait pas eu l'occasion d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié lors de la précédente relation de travail, et ça, on aurait pu
mettre en place un licenciement, pardon, une période d'essai. Dans les faits, l'employeur ne peut pas prévoir une période d'essai s'il a déjà eu l'occasion de vérifier, d'apprécier l'aptitude professionnelle du salarié. Donc là, le salarié, en l'occurrence, il a déjà travaillé en tant qu'auto-entrepreneur. Je l'ai déjà eu dans ma société. J'ai déjà pu vérifier quelles étaient ses compétences. Si je l'embauche derrière en tant que salarié, je ne peux pas prévoir une période d'essai. On applique la même chose que pour un CDD ou pour un intérimaire, par exemple. L'un comme l'autre, ils ont déjà travaillé dans votre société, notamment l'intérimaire, il n'était pas salarié chez vous, il est salarié de l'agence d'intérim, mais il est mis à disposition chez vous. Pour autant, vous avez déjà pu vérifier ses aptitudes professionnelles sur ce poste-là. Si vous l'embauchez derrière, vous devez déduire la période d'intérim de la période d'essai. Imaginons, vous embauchez un conducteur routier, vous l'aviez pris en intérim pendant 1 mois. Sa période d'essai, normalement, elle est de 2 mois pour les conducteurs routiers. Bah là, elle va être plus que d'1 mois, puisque ça aura fait un total de 2 mois, moins 1 mois d'intérim. Donc, il reste 1 mois de période d'essai. Mais je pourrais pas faire une période d'essai de 2 mois et de repartir à zéro. Donc, c'est la même chose pour pour le CDD, hein. J'ai un CDD, il se transforme derrière un CDI, je remets pas une période d'essai. Donc là, on est dans la même situation. Je fais un petit aparté aussi. On s'est posé, enfin, j'ai eu la question notamment récemment sur l'intérim, euh, sur la reprise de l'ancienneté. Vous savez que les CDD, si j'ai un CDD qui derrière est transformé en CDI, j'ai une reprise d'ancienneté. L'intérim, j'ai une reprise d'ancienneté dans la limite de 3 mois si je prends les périodes d'intérim des 3 mois précédents. L'auto-entrepreneur, là, pour le coup, j'ai rien de prévu sur la reprise d'ancienneté. Alors, j'ai quelques questions sur ce thème-là. Oui. Euh, Dans le cadre d'un CDD que l'on reprend un an après, la Alors, conséquence de la période d'essai, 1 an après, pour moi, c'est justifié. Parce que cette situation-là, c'est si j'embauche le salarié sur le même poste, aux mêmes conditions d'emploi. Si j'ai embauché un salarié au service facturation, par exemple, et que derrière, donc il était en intérim au service facturation ou en CDD ou auto-entrepreneur au service facturation, et derrière je le prends au service RH, ça n'a plus rien à voir. Donc là, je suis pas sur le même poste, donc je peux envisager une période d'essai. j'avais aussi une question qui revient à celle-là dans le cadre d'un salarié qui aurait passé, alors c'est pour un ambulancier qui aurait passé son diplôme d'auxiliaire. Est-ce Oui. qu'il faut remettre période d'essai, pas période d'essai, étant donné que c'est quasiment une enfin, un nouveau poste, une nouvelle qualification? Alors, c'est un nouveau poste, mais c'est à voir en fonction des missions. Si les missions sont les mêmes à quelque chose près, à mon sens, non, il n'y a pas de période d'essai à prévoir. Bon. Là, toujours pareil, au cas par cas, vous nous appelez au cabinet pour qu'on puisse vous donner un avis plus, enfin, tranché. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Bon, bah, je passe au suivant. Sur les forfaits jours, donc on en a parlé tout à l'heure. Vous savez, la convention collective des transports routiers ne prévoit pas de forfait, enfin de convention de forfait jour. On ne peut pas appliquer une convention de forfait jour à un salarié sans passer par un accord d'entreprise. Puisque la convention collective ne permet pas de le faire, sauf pour les entreprises de déménagement. Si je veux passer un salarié au forfait, je dois avoir un acte juridique qui me le permet. En l'occurrence, la convention collective hors déménagement ne me le permet pas. Je dois avoir un accord d'entreprise. Si je modifie cet accord d'entreprise, je dois je dois conclure une nouvelle convention individuelle avec mon salarié en forfait de manière à reprendre les dispositions du nouvel accord. Par rapport à l'astreinte, est-ce que il y en a qui sont concernés par l'astreinte, un petit peu ou pas du tout, à qui l'ont mis en place? Pas trop d'astreintes. Pas trop. Oui, c'est mitigé. Il y en a, donc ça, il y en a qui sont concernés, d'autres non. D'accord. Alors, vous savez que l'astreinte, ça peut être mis en place, donc c'est pareil, c'est réglementé. Lorsqu'on met en place une astreinte, il doit y avoir, le salarié doit bénéficier d'un forfait d'astreinte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le salarié, il va pas pouvoir vaquer librement à ses occupations,
Par exemple, le week-end, il peut potentiellement être amené à se déplacer et à venir dans la société ou alors à se déplacer et aller chez un client parce que il faut intervenir rapidement. Donc, il est chez lui, certes, mais il peut pas vaquer à ses occupations puisque potentiellement il peut vaquer à ses occupations, mais il peut pas faire tout ce qu'il veut. Il est limité dans ce qu'il a le droit de faire. Donc il doit obligatoirement avoir une indemnité pour compenser le fait que bah, sur un week-end, par exemple, il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Il n'a pas pu partir en week-end, par exemple. Par contre, à partir du moment où le salarié est appelé, il est en temps de travail. Ça veut dire que s'il est appelé et il peut dépanner à distance sur son ordinateur, à partir du moment où il décroche le téléphone, il est en temps de travail. Pareil, s'il décroche le téléphone et qu'ensuite il doit se rendre à l'entreprise pour récupérer un camion, puis ensuite il doit aller chez un client, le trajet chez lui, l'entreprise, ce n'est pas un temps de trajet, il est en temps de travail. Dans cet arrêt, ça concernait un salarié qui travaillait dans un hôtel. Donc, il dormait sur place dans une chambre dédiée. Et c'était un hôtel où il y avait la possibilité de rentrer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et il y avait une borne pour pouvoir rentrer tout seul, pour que les clients puissent rentrer tout seuls, mais avec le numéro du salarié, au cas où s'il y avait un problème, de manière à ce qu'il soit joignable. Dans cette situation, la Cour de cassation a estimé, donc là c'est vraiment au cas par cas, hein, j'attire votre attention là-dessus, c'est vraiment au cas par cas. Dans cette situation, la Cour de cassation a estimé que le salarié euh, ne pouvait pas vaquer librement de ses occupations parce qu'il était sur place dans les locaux de la société et que à n'importe quel moment il pouvait être dérangé et que dans les faits, il était régulièrement dérangé. Donc, dans ce cadre-là, l'astreinte a été intégralement qualifiée de temps de travail effectif, puisque durant les périodes d'astreinte, il n'était pas en mesure de gérer librement son temps en raison de l'intensité de la contrainte qui lui est imposée. Donc, il y avait tellement de contraintes, entre guillemets, que dans les faits, il pouvait pas du tout vaquer à ses occupations. Il était toujours obligé de rester sur place et il pouvait pas du tout partir pour revenir plus tard, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment à apprécier in concreto, donc c'est-à-dire vraiment au cas par cas. Mais voilà, si votre salarié il est toujours dans l'incertitude et il peut pas vaquer à ses occupations, puis ensuite venir vous dépanner s'il y a besoin, ça peut être considéré du coup comme du temps de travail. Donc là, en l'occurrence, c'est si deux conditions sont, enfin, pour qu'il y ait astreinte, pour qu'on soit vraiment considéré comme de l'astreinte et pas comme du temps de travail, il faut que le lieu d'exécution, normalement, ne soit pas le lieu de travail et que la suggestion imposée au salarié n'aboutisse pas à le mettre à disposition permanente et immédiate de l'employeur. Petit arrêt aussi sur la faute grave. Donc ça, nous, on en a régulièrement, notamment sur cette question. Je rappelle, la faute grave, c'est une faute qui est tellement grave que l'employeur ne peut pas conserver le salarié dans ses effectifs. C'est pour ça on justifie le fait que le salarié ne va pas effectuer son préavis et que le contrat est rompu tout de suite à la date d'envoi de la notification de licenciement par le fait que les faits sont tellement graves qu'on ne peut pas le garder dans la société. Pour que la faute grave puisse être qualifiée, les juges vérifient que la réactivité de l'employeur, c'est-à-dire est-ce que l'employeur a réagi tout de suite, est-ce que l'employeur a réagi un mois après. Si l'employeur réagit un mois après, il y a des grandes chances que le licenciement pour faute grave soit remis en question, puisque du coup, c'est que c'était pas si grave que ça, puisqu'il a continué à travailler pendant un mois. Donc ça, c'est pareil, c'est apprécié au cas par cas par les juges, hein, c'est en fonction, voilà, est-ce que mon salarié il a été absent et donc dans ce cas-là, bah, il n'était pas vraiment présent, son contrat a été suspendu pendant un temps, donc il n'était pas réellement présent, donc au final, ça justifie pourquoi est-ce qu'on a fait traîner la procédure. Mais voilà, nous, ce qu'on préconise tout le temps, c'est vraiment, vous avez connaissance d'une faute grave, vous voulez faire un licenciement, soit vous nous appelez ou vous procédez au licenciement dans un délai vraiment rapide. Je rappelle aussi que nous, on préconise toujours de mettre à pied à titre conservatoire le salarié dès que vous enclenchez la procédure de licenciement. Vous avez connaissance d'un fait, on attend
peut-être 2, 3 jours le temps de vérifier que tout est correct, que les faits qui lui sont reprochés sont réellement avérés, que Ouais, c'est bien lui l'auteur des faits. Mais on n'attend pas, on t'arrives n'attend de pas un quoi? mois. Mais de quand? Toujours sur le licenciement, sur l'entretien de licenciement, vous avez la possibilité, donc la Cour de cassation reconnaît que il est possible de décaler la date de l'entretien de licenciement, notamment si c'est à la demande du salarié. Si le salarié demande à décaler la date de licenciement, vous pouvez décaler cette date-là sans avoir besoin de respecter à nouveau le délai de 5 jours, vous savez, pour convoquer votre salarié. Vous devez respecter un délai de 5 jours entre le moment de la première présentation de la convocation à son domicile et le moment où l'entretien a lieu. Si c'est le salarié qui vous fait la demande de décaler l'entretien, vous n'avez pas l'obligation de respecter ces 5 jours pour planifier la nouvelle date. Dans cette situation-là, c'est l'employeur qui a pris l'initiative de décaler l'entretien. Donc normalement, quand c'est l'employeur qui prend l'initiative de décaler l'entretien, on doit respecter la procédure, on doit respecter les délais de 5 jours. Sauf que dans cette situation, l'employeur a décidé de son propre chef de déplacer cet entretien, mais il l'a décidé en raison de l'état de santé du salarié. Il a estimé que voilà, l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de venir. Le salarié n'a pas fait la demande de décaler l'entretien. Pour autant, lui, il a pris l'initiative de le faire pour lui permettre de pouvoir de se déplacer et de se rendre à l'entretien. Dans cette situation, et bien dans cette situation seulement, l'employeur peut décaler l'entretien et ne pas respecter le délai de 5 jours entre la réception de la convocation et la date de l'entretien. Puisque là, c'est une convocation qui n'est pas à l'initiative du salarié, certes, mais qui est justifiée par l'état de santé du salarié. Donc, il doit simplement en être avisé en temps utile et par tout moyen de la nouvelle date et de la nouvelle heure de l'entretien. Il n'y a pas besoin de recommencer l'ensemble de la procédure comme si ça avait été une nouvelle convocation à l'initiative de l'employeur, mais sans, pas du tout en raison de l'état de santé du salarié. On en a parlé tout à l'heure au niveau pendant le quiz, le délai de contestation. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure que pour un licenciement pour faute grave, c'est la date d'envoi de la lettre qui entraîne la rupture du contrat du salarié. Pour autant, le délai de 12 mois pour contester une rupture, un licenciement auprès des juges, il va commencer à courir à la date de première présentation du courrier au domicile du salarié. Certes, l'employeur a envoyé la notification de licenciement, son contrat est donc rompu, mais le salarié, au moment où il lui a envoyé, il n'est pas encore au courant qu'il est licencié. C'est pour ça que les juges ont estimé que c'est la date de première présentation du courrier au salarié qui va faire débuter ce délai de 12 mois. Donc potentiellement, si vous savez que vous avez un litige avec un salarié et que vous voulez un petit peu faire traîner parce que vous vous dites qu'il est bientôt prescrit, faites attention à cette date-là. C'est potentiellement, faudra peut-être faire traîner un petit peu plus que ce que vous pensiez. Au niveau de la clause de non-concurrence, est-ce qu'il y en a qui en ont mis dans les contrats éventuellement? Est-ce que, il y en a qui sont concernés? Donc, il n'y a pas beaucoup de professions, enfin, il n'y a pas beaucoup en tout cas, chez les conducteurs routiers en eux-mêmes ou même les ambulanciers, c'est pas spécialement pertinent de mettre une clause de non-concurrence. Ça va principalement concerner les, les, les emplois, Les cadres ou les choses comme ça dans voilà, les les entreprises. cadres, c'est ça principalement. Là, c'est assez mitigé. On a oui et non Ouais, assez mitigé, mais c'est vrai que enfin, traditionnellement, c'est plutôt les cadres dans les c'est professions ça. du transport au sens large, hein, ambulanciers, Oui, voyageurs, qui pourraient être concernés, ou les exploitants, ou les choses comme ça. voilà. Donc, la clause de non-concurrence, vous savez que pour être valable, il faut qu'elle soit limitée dans le temps, dans l'espace, qu'elle donne lieu à une contrepartie financière, et que si vous voulez y renoncer, vous avez la possibilité d'y renoncer. Toutefois, la renonciation doit bien être prévue dans la clause, dans le contrat initial. S'il n'y a pas la possibilité de renoncer à cette clause qui est prévue dans le contrat, normalement, en principe, vous ne pouvez pas le faire.
Pareil, si votre clause, elle précise que je peux renoncer à la clause, enfin l'employeur peut renoncer à la clause par lettre recommandée, et ben, le seul moyen d'y renoncer, ça sera par lettre recommandée. Alors que si vous voulez le remettre en main propre, ça ne sera pas possible. Donc faites bien attention à la rédaction de vos clauses sur ce point-là. La renonciation, elle doit être faite au plus tard au moment où le salarié quitte la société, donc normalement au moment où le préavis se termine, en principe. Là, la question se posait par rapport à un licenciement pour inaptitude. Vous savez qu'une inaptitude, normalement, notamment d'origine professionnelle, le préavis n'est pas exécuté, pour autant il est payé. Donc là, la question s'est posée de est-ce que les 2 mois de préavis, on les prend en compte ou pas? Donc là, la Cour de cassation est venue dire que non, on ne prend pas en compte les 2 mois de préavis. Donc l'employeur qui veut renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de départ effectif de l'entreprise. Donc au plus tard à la date de première présentation de la notification de licenciement au domicile du salarié. On en a parlé tout à l'heure dans le petit quiz d'introduction, les témoignages anonymisés. Donc les témoignages, en principe, lorsque vous avez un licenciement pour faute, que vous demandez des attestations de témoins, vous devez avoir des preuves matérielles à fournir au juge s'il y a un contentieux. Là, dans cette affaire, il a été accepté des preuves qui ont été rédigées par des salariés qui étaient témoins, mais qui après coup ont été anonymisées auprès d'un commissaire de justice, donc d'un huissier de justice. Dans cette situation-là, en raison des circonstances, donc là, c'était vraiment, il y avait un besoin de respecter l'anonymat du salarié pour le protéger face à des éventuelles représailles. Euh, Dans le cadre de son obligation de protection, hein, de maintien, de protéger la santé et la sécurité de ses salariés, hein, pour cette raison-là, l'anonymisation des attestations de témoins a été autorisée et a été retenue par les juges. Donc, c'est vraiment des circonstances de fait. C'est vraiment, il y avait un risque de représailles. Par rapport, il y avait un contrôle de la part des juges par rapport à la proportionnalité de cette anonymisation, parce qu'il ne faut pas non plus que le salarié qui est licencié soit lésé et ne puisse pas se défendre. Donc, il y a tout est mis en balance, en tout cas par les juges, mais il peut être accepté par un juge des témoignages anonymisés. Dernière petite jurisprudence pour cette soirée. Au niveau du CSE, donc je suppose que certains d'entre vous ont eu des élections, en tout cas en ont eu peut-être récemment. J'espère en tout cas que vous avez bien proclamé les résultats et que la proclamation des résultats a bien été datée, puisqu'on a eu un arrêt du coup du 6 juin 2025 qui précise que si l'entreprise n'établit pas la date à laquelle les résultats du scrutin ont été proclamés, le délai de recours contentieux, donc vous savez qu'il y a un délai de recours de 15 jours, ce délai de recours ne commence pas à courir. Donc là, dans les faits, c'était des organisations syndicales qui avaient contesté les résultats des élections, mais plusieurs mois après, pour autant, ça a été retenu par les juges puisque l'employeur n'a pas été en mesure de dire j'ai proclamé les résultats à telle date. Donc le délai de prescription pour l'action en contestation n'a jamais commencé à courir. J'arrive à la fin de cette présentation. J'ai fait le tour de l'actualité. J'espère que ça vous a tous intéressés et que vous avez bien en tête du coup les dernières petites nouveautés. Je vous ai mis du coup un petit rappel. On propose des classes virtuelles donc ce sont des formations en vidéo hein, de 2 heures sur différents sujets. Donc là, les prochains, ça va être notamment tout ce qui est calculer l'indemnité de rupture, les formations obligatoires référent harcèlement, voilà, sur le CSE. Après, ça va principalement être en septembre, les prochaines formations. Mais si ça peut vous intéresser, donc sur des sujets vraiment spécifiques, c'est des classes virtuelles de 2 heures, donc c'est souvent 10 heures midi en visio. Donc voilà, n'hésitez pas, quand je vous enverrai, vous aurez le support, vous pourrez cliquer directement sur le lien et puis vous inscrire directement. Et vous aurez bien évidemment aussi sur le support la réponse à vos questions, notamment sur
sur les histoires de région, là, sur le Oui, versement mobilité. Et puis, comme chaque fois, de toute manière, vous n'hésitez pas à rappeler et à revenir vers nous si vous avez, à l'issue de cette web actu, des questions ou des adaptations à vos cas précis, comme chaque fois. Eh bien, merci Camille, merci à tous d'avoir merci suivi à ça. tous. Rendez-vous au mois prochain. Je ne sais pas si la date est déjà fixée, Camille, ou pas pour le Oui, mois prochain. le 10 juillet. Mais de Et toute donc, façon, voilà, vous aurez un lien voilà, comme d'habitude pour vous inscrire s'il y a un imprévu et que du coup c'est modifié. Voilà, voilà. vous aurez Mais, toutes les infos. mais sauf contre-ordre, ce sera le 10 juillet à 17 heures. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous. Passez une bonne soirée.